Hello, this is a video meant to get our class up to speed about using soft proofing and converting then from RGB color to CMYK color. Now to get started, I always like to flatten my image first. Flattening gets away anything that might go problems with your layers or anything like that with color. So first, go ahead and take a minute to flatten your file. So now we're going to start by going to View, and we're going to go to Proof Setup and to Custom. Now this brings up a kind of an interesting looking box, and it did something strange to my image that I wasn't expecting. Now, to understand this a little bit, the device to simulate is you telling Photoshop what profile you want to look at, what profile you are thinking of converting to. And in this case, I have US web coded SWOP v2. Now, there are tons of these, but I know everybody who has Photoshop has web coded SWOP. It's also a preset in the color management settings of Photoshop and the Adobe Suite. The nice thing about it is that it's stable. It doesn't change too much when you convert to blurb, color settings, or anything else, from what I can understand. So I think US web coded is the best way to go. Now, taking another look further down the line, we have rendering intent. Where rendering intent is, it's how you're telling Photoshop to fit colors into different color spaces. RGB color is projected, and it's huge compared to print or CMYK color. So in order to get our colors correct, we need to tell Photoshop how we want those colors to come together into that smaller space. Perceptual goes ahead and takes that space and fits it all together nice and neat. But in order to do that, it moves colors around to make everything fit. So what it's doing is it's actually moving stuff around to keep your color harmonies and color perception or perceptual together. So that's one way to look at it. But we can also look at relative color metric. Relative color metric made a different change. What relative color metric does is it simply takes colors that are outside of the printable gamut or color space and moves them to the nearest printable color. Now, sometimes this can cause banding, which is why you don't always want to use it. But a lot of the times, relative color metric works great for photographs, photographic imagery, almost anything painted or needing smooth transition with color that you don't really need to worry about shifting around too much. But if it doesn't look right, try perceptual. And if perceptual doesn't work right or doesn't look right, you can change it to relative color metric. Now say you like one rendering intent and you want to just tweak it a little bit, make it a little different, but you still want to be able to look at the changes you're making. Well, in that case, we're going to click OK. And before I leave this box, we always want to make sure we have checked black point compensation. If not, then your colors can become funky, and sometimes your prints will come out too light. So we're going to click OK, and here we are. US web coded SWOP v2. That's our proof setup. But if you can look all the way over here, we're still actually an RGB image. We're only looking at it through goggles that show us US web coded. So it's like a way of looking through some glasses that's narrowing some stuff down for us. Now say we want to brighten some stuff up. Maybe this got a little too dark for what we wanted. So we simply come over and you can make this adjustment however you want. I just like curves. And we can just bump it up a little bit. There we go. So good as new, right? It's okay, as long as you're satisfied with your image. So right now I think I'm done. So I'm going to go ahead and convert to profile. And to do that, we simply go to Edit, Convert to Profile. Now, looking at this brings up a new box, but the cool thing is it left that profile you were looking at in this box in the destination space. Source space is the space you are already in.
you don't really have to worry about this one because it's simply the RGB or any sort of color profile you're already working in on your image. And we're just going to convert it finally to destination. So using this one, of course, is going to give us everyone's images are going to look the same when they get put into InDesign. So now we're going to, these things at the bottom, Adobe Engine and Relative Colorimetric, of course, leave Adobe as is, but you can still change your rendering intent if you wish to perceptual or relative. A lot of the times, saturation or absolute are really not what you want. If you have questions more about them, feel free to message me or talk to me in class, and I can explain a little bit more about what these color intents are. Now we want to leave checked black point compensation, and we want to flatten to preserve appearance because we don't want anything going strange during the conversion. So we're just going to go OK. And then we're already done. So now we just need to save as because we want to save over our original. So we're going to save as, and I'm going to save it to my desktop. And my file is just too big for any sort of other thing besides a Photoshop or TIFF file. But an important thing to look at here is you want to always embed the color profile. If you don't, you can get some things when other people open up your image in Photoshop, Illustrator, or InDesign. Sometimes things can go funky and your colors won't look right and your images will look horrible. It's not to say that you didn't make a good image, it's just the color profile didn't match and it will look pretty bad. So by embedding color profile, you make sure that everyone else is able to open up your file and look at it exactly the way you look at it. So then we'll go ahead and click save, but I'll let you guys click save just because it's going to take a little while to write mine. So that's about it for Photoshop. Illustrator is a little more in depth, but go ahead and click the link just after this one to see how to convert and embed profiles in Illustrator. And again, if you have any questions, feel free to ask me at any time. Thank you. Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel Design Help, je vais vous proposer de voir comment réaliser un face swapping. Le face swapping est un effet dans lequel nous allons incruster un visage sur un autre visage. Dans cette vidéo, nous verrons comment le réaliser de manière automatique et dans une seconde vidéo, nous verrons comment le faire manuellement. Vous allez très vite vous rendre compte que ce tutoriel est très simple et qu'il ne présente aucune difficulté. Sans plus attendre, nous nous retrouvons sur Photoshop. On se retrouve sur notre plan de travail. Alors, j'ai ici ouvert deux images. D'abord, une image avec le visage que je veux incorporer. Et deuxièmement, une seconde image avec le visage sur lequel je veux incorporer mon premier visage. La première étape consiste à détourer les yeux, le nez et la bouche de mon personnage. Et pour ce faire, je vais utiliser l'outil lasso, raccourci L. Je vais donc sélectionner de manière approximative ces quatre éléments, comme ceci. Une fois que ceci est fait, je vais rajouter un petit bout ici, nous allons copier notre sélection, donc CTRL-C si vous êtes sur PC, Commande-C si vous êtes sur Mac, ou tout simplement édition, copier. Je peux maintenant fermer cette image et je me retrouve donc sur mon second visage. Je vais maintenant coller ma sélection. Pour ce faire, CTRL-V, Commande-V ou édition, coller. Maintenant que j'ai ma sélection sur mon visage, je vais devoir la modifier. Pour ce faire, je vais d'abord appuyer sur CTRL-T ou Commande-T pour atterrir dans le mode transformation. À partir de ce mode, je vais être en mesure de redimensionner mon image et de lui donner une rotation. Pour plus de facilité, je vais baisser l'opacité de mon calque à 50%. Ce qui aura pour effet
comme vous pouvez le voir, de me laisser voir le visage derrière. Je redimensionne donc mon visage et je situe l'œil gauche sur l'œil gauche du dessous. Lorsque je suis satisfait, je vais déplacer la croix du milieu de mon calque sur l'iris. Cela va avoir pour effet de me permettre de faire des rotations autour de l'œil gauche et de modifier la taille de mon calque par rapport à cet œil, si je maintiens Alt. Ainsi, je vais être en mesure de régler la taille de mon calque et de l'adapter par rapport au visage témoin. Voilà. Une fois que le résultat me convient, je vais tout simplement appuyer sur Entrée. Je vais repasser l'opacité de mon calque à 100%. Et maintenant, je vais aller gommer les parties qui dépassent légèrement du visage témoin. Comme ceci. Encore une fois, ça ne doit pas être parfait, ce sera réparé ensuite. Lorsque cette étape a été réalisée, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc clic droit sur mon calque, dupliquer, puis OK. Et je vais récupérer la sélection de mon visage à incruster. Pour ce faire, CTRL ou commande, et je clique sur la vignette de mon calque. Je vais maintenant contracter ma sélection. Pour ce faire, sélection, modifier et contracter. Et je vais la contracter de 5 pixels. Maintenant, je vérifie d'avoir bien sélectionné mon arrière-plan copie, donc la copie de mon image témoin, de mon visage témoin, et je vais couper la sélection en appuyant sur CTRL X sur PC, Commande X sur Mac ou Édition coupée. Là, vous ne voyez pas le résultat puisque j'ai le calque témoin, j'ai le calque du visage à incruster, qui est visible, mais si je le coupe, si je le rends invisible, vous pouvez vous rendre compte effectivement que j'ai bien coupé sur mon visage témoin. Une fois que ceci est fait, je vais dupliquer mon visage à incruster. Donc pour ce faire, comme tout à l'heure, clic droit sur mon calque, dupliquer le calque, OK. Et je vais passer le mode de visibilité à invisible sur ce nouveau calque. Je sélectionne maintenant mon calque de visage à incruster et mon calque de visage témoin découpé. Et je vais aller dans Édition, Alignement, Fusion automatique des calques, et je vérifie qu'il soit bien coché Panorama et Ton et couleur continue. J'appuie sur OK et là, la magie va opérer. Voilà. J'ai donc incrusté mon visage sur mon visage témoin. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai perdu du blanc au niveau des yeux. C'est pour ça que nous avons tout à l'heure copié notre visage incrusté sous un nouveau calque. Ainsi, en ajoutant un mode de fusion, en cliquant sur cette icône en bas à droite, et en utilisant l'outil pinceau avec une broche blanche, et en inversant mon masque de fusion avec CTRL I, ou commande I, je vais pouvoir venir repasser le blanc de l'œil pour lui redonner sa couleur initiale. Hop là, je le fais assez approximativement pour vous montrer. Bien sûr, vous pouvez y passer plus de temps. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré le blanc de mon image, le blanc de mes yeux, et j'ai bel et bien incrusté mon visage à incruster sur mon visage témoin. Voilà. Comme je vous le disais, ce tutoriel est relativement simple et j'espère qu'il vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment refaire ceci, mais sous un format manuel. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir gérer la liaison entre les teintes et nous verrons comment parvenir à ce genre de résultat manuellement. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur cette vidéo, à aimer la page Facebook également, et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site designhelp.brunotaran.fr, lien dans la description, sur lequel je vais publier des tutoriels écrits, d'autres vidéos, et également de quoi vous inspirer pour vos créations. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Sobre un fondo, colocaremos al modelo a usar. En este primer paso, les explicaré cómo hacer la textura de incineración. Bueno, primero sobre la modelo seleccionada, vamos a saturar la imagen. Podemos ir a Imagen, Ajustes, Tono Saturación, o bien su acceso directo es Ctrl+U, y reducimos el modo de saturación, así como se muestra en el ejemplo, y invertiremos el modo de capa. Vamos a Imagen, Ajustes, Invertir, o presionamos Ctrl+I, claro. Ese es su acceso directo más rápido. Continuemos. Al clonar la capa con Ctrl+J, la superior la pondremos en superponer, la inferior en normal, y a la superior presionando Ctrl+U, para tono saturación en modo de colorear, incrementamos la saturación y pondremos color amarillo, y lo mismo haremos con la inferior, pero en color rojo. Ajusten en la intensidad que a ustedes más les guste. Bueno. Ahora empecemos a colocar fuego. Miren el video de recursos de fuego que tengo en mis videos, miren mi canal, descubrirán cómo conseguirlos. Son en formato PNG y JPG, los JPG los pondremos en modo de trama. Bueno, y así colocaremos hasta terminar, y haremos lo siguiente para el símbolo del modo de Recodo Semi. Yo hice estos símbolos en modo de muestra, así que no están ajustados a la perspectiva del modelo, así que para manipular tendrán que usar mucho el filtro de licuar. Bueno, si no, tendrán que crear su propia perspectiva. Por el momento este es el que tengo y así lo manipulo. Miren el video tutorial. Suerte, repitan el video donde se traben.
Solo queda aplicar el fuego como ya lo habíamos previsto. Espero este efecto sencillo les haya gustado. Espero que comenten, califiquen, opinen, ya que a mí me gusta leer sus comentarios. Este video lo hice porque ya hacía tiempo que me pedían tutos de efectos de Naruto y pues dije que puedo hacer, que no haya hecho aún, y dije este efecto será perfecto. Bueno, espero como ya dije, les guste el resultado. Dejaré en la descripción del video una que otra cosilla y pues, nos vemos en otra ocasión. Saludos, y buena suerte. Down here you have the foreground and background color picker. Foreground and background color picker. So if you go over it, you can choose what you want to be the foreground color just by going around here, saying OK, and then it jumps to that. Or actually, if you move your mouse outside of this window, you could just, the mouse immediately becomes the eyedropper, and you can pick any color in the canvas. Yay! If you want to swap the background and foreground color, you can click this one button right here to swap it, or just press X in order to swap it, so just the button X. Or if you want to set it to the default colors, black and white, click this button, or just hit D for default. Now, one thing that is interesting is there is no shortcut key for setting the foreground color, and it's something that I do quite a bit. So if you want to change it and assign a shortcut key for this, all you need to do is go into Edit, Keyboard Shortcuts, go down to Tools, and here you go. You can see how there's a shortcut key for almost everything, but there isn't one for, here we go, Set Foreground Colors. So default background colors. Foreground color picker is located right here, and I actually like to set mine to Q. Q traditionally is assigned to quick masks. I don't use quick masks all that often, so I use this for my foreground color. Okay. Anyhow, that's foreground and background color. Works the same for this. And how to use them. You see that there's a bunch of options here. Just to explain these, RGB is red, green, blue. This is lab, LAB color mode. CMYK is cyan, magenta, yellow, and black. And HSB is hue, saturation, and value, or blackness, I suppose. So that's what those stand for. And this is the hexadecimal number right here. But don't worry about that. That doesn't really matter. And only web colors? Yeah, never check that box. Thank you, 2001. We're past that now. Okay. For the full 4-hour Photoshop crash course, click on the link below. And to get more of the tools, just click on this link inside of the video itself. Thanks for joining me.
You get to the text tool by pressing, you guessed it, T. In order to use the text tool, you just click and then type whatever you want. If it's not showing up, it's entirely possible that you're typing in the same color that the background is. Hit Control Enter in order to commit those changes. If you want to change the size of the text, you can just hit Control T in order to transform it, or you have all sorts of options that are located up here if that's your style. If these are not enough options for you, there are even more options located in the character window. So the character window you get to by either clicking here or by going into Window Character, and then you can do things such as make it all caps. You can do things such as do faux bold, or a much smarter option, normal bold. There's an option for italics up here. Always do it over the option over here. So there's all sorts of typography options that you can play with in that window, and I suggest you do. So I'm just going to go here. I'm going to put it on regular. There we go. Or actually, let's set it on bold because that seems to be the thing in vogue right here. Control Enter to commit those changes. The other way to create type is by clicking, escape, clicking when your cursor looks like this, and dragging, and now it will always fit in this box no matter what. So I'm just going to copy that and paste that a bunch of times, and it makes it so it fits in here. If I press Control A to select all, I can just Alt up arrow in order to change the line spacing, or I can just do that right here as well if that's more your style. So again, I just did that right up here in this box over there. Control Enter to commit those changes, or enter on the numpad if you're not using it on a box. Are there other options for type? You betcha. If you go into Window Paragraph, there's a bunch of options for paragraphs, such as something like justified, hyphenate, all sorts of things. So I'm going to hit Control Enter, and that's looking pretty darn good to me. The other things located under text, if you want to do vertical text, this is vertical. I'm going to hit Control T, and that's a way to do vertical text right there. Notably, there's a lot more options inside of Illustrator, but this is good for basics. If you want to create a selection in the thing of text, here is selection from text. So now you have a selection that's in the shape of those letters. I can't say I've ever used this option, but if you want a horizontal type mask tool or a vertical type mask tool, they're located right there. Just as a tip, a better way to go about getting this is just type whatever you want using the type tool, and then just hold down Control and hit on the, look at the cursor, hit on the icon for the layer in the layers palette. So not this area, and not this area, but where the icon is right here. And then you'll get an outline in this shape if you want a selection of the layer of type right there. So that's the text tool. For the full 4-hour Photoshop crash course, click on the link below. And to get more of the tools, just click on this link inside of the video itself. Thanks for joining me. Bueno, para iniciar, para nuestra imagen en llanto, ocupamos la foto de nuestro rostro. Yo usaré esta porque no quiero llorar el día de hoy. Bueno, continuemos. Yo aplicaré filtro especial, y con especial me refiero que no viene con el Photoshop al instalar. Aplicamos y esperamos. Después hacemos capa nueva, y con color negro, preferentemente, y herramienta pincel, hacemos lo siguiente en la parte de los ojos, interpretaremos las líneas donde aparentemente escurren nuestras lágrimas, así como se ve en el ejemplo. En esta parte parecerá que entran de fondo hacia el cuello, es muy importante ahí. Después nos vamos al filtro de licuar.
En este filtro sacamos punta a las curvas de las líneas, pueden usar también la herramienta dedo, ya que desenfocaremos las líneas un poco. Enseguida, imagen, ajustes, tono, saturación, y en brillo elevamos los valores. Sin el modo de superponer, serían de color gris, pero aquí ajustaremos qué tan gris es conveniente, hasta conseguir un efecto transparente. En bisel y relieve, solo cambiamos a color blanco el modo de sombra, y ajustamos los valores. Eso dependerá del tamaño del lienzo con el que trabajen. Aquí les muestro mis ajustes, tengan en cuenta que nunca serán los mismos, ¿entendido? Ahora, para el tono rojo en los ojos hacemos una selección, y presionamos Control más C y Control más B, esa acción se conoce vulgarmente como copy-paste. Presionamos Control más U, y en colorear elevamos el saturado, buscando el tono rojo, después pasamos en modo de superponer, y eliminamos el exceso, así como lo haré yo. Ahora creamos un brillo en los ojos, para crear el efecto de ojos llenos de lágrimas. Espero que sepan a qué me refiero. Para eso capa nueva pincel blanco, y aplicamos de esta forma. ¡Perfecto! Ahora solo queda guardarla, subirla al Facebook, para que vean lo chillón que eres. Bueno. Hasta pronto, palabras sobran, se despide, Samus Sensei. Hallo und willkommen zum heutigen Tutorial. Es geht um den Weißabgleich. Ich will euch heute mal zeigen, wie man den Weißabgleich mit den Gradationskurven machen kann. Das hat verschiedene Vorteile, klappt nicht bei jedem Bild, bei den meisten schon, bei manchen nicht. Ich habe hier mal ein Bild geladen, Marienkäfer auf irgendeinem dornenspitzen, stacheligen Gewächs. Soweit passt es eigentlich. Das Bild wirkt insgesamt ein bisschen hell, vielleicht ein bisschen flau. Und was besonders hervorsticht, ist die Farbtendenz hin zum Gelb. Das Ganze möchte ich jetzt mal korrigieren. Ich öffne dafür hier oben meine Gradationskurven als Einstellungen. Zack. Und da gehen schon die Eigenschaften auf. Für diejenigen, die jetzt das Menü noch nicht kennen, das Ganze zeigt sich hier in diesem großen Fenster. Das ist ein Histogramm, das zeigt die Tonwertverteilung übers Bild. Das heißt, wie viel Tiefen habe ich im Bild, wie viel Mitten, wie viel Lichter. Wir können sehen, dass hier im Lichterbereich nicht mehr viel kommt. Das heißt, das Bild ist leicht unterbelichtet, ist aber jetzt erstmal hier überhaupt nicht relevant. Was ich mal zeigen will, ist, wenn ich jetzt hier unten an diesen Reglern regle, dann seht ihr, wie sich oben diese Weiße, wie sich das hier oben bewegt. Ja? Und gleichzeitig wird das Bild heller. Und wenn ich es hinten verschiebe, wird das Bild gleichzeitig dunkler. Schön und gut. Wie macht man jetzt damit den Weißabgleich? Im Prinzip genau so, nur eben pro Kanal. Und zwar kann ich hier oben, wo RGB steht, die einzelnen Kanäle aufrufen. Ich gehe mal zuerst in den roten Kanal. Und jetzt seht ihr hier schon, wenn ich jetzt hier das einfach verschiebe, dann wird das Bild erstmal nur rot, und zwar in den Lichtern, beziehungsweise dunkler und in dem Fall grün, weil weniger rot in den Tiefen. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt hier genau einstellen, wo meine ersten Tonwerte kommen. Ihr seht jetzt hier, leuchtet so im Dunkeln so ein roter Punkt auf, das ist das Auge vom Marienkäfer, das ist weiß. Und das nehme ich als Anhaltspunkt, um zu schauen, wann kommt nach dem Weiß das nächste, und das ist jetzt, seht ihr das, dieses kleine rote Ding da, das an, aus. Das nehme ich für mich als Referenz, das lasse ich so.
Und im dunklen Bereich schaue ich einfach nur, wann kommt das erste Schwarze. Da kommt so ein bisschen was. Hier so ganz kleine Punkte. Die nehme ich auch. Aha, jetzt sieht es plötzlich schon ganz anders aus. Ich schaue mir das mal an. Vorher, nachher. Ihr seht, das Bild ist schon deutlich kühler und hat ein bisschen mehr Kontrast bekommen. Jetzt gehe ich mal in den grünen Kanal, mache dasselbe Spiel nochmal. Hier ist mein Auge und da kommt wieder dieser kleine Punkt. Ja, nehme ich. Und im dunklen Bereich ebenso. Zack, alles klar. Oho, jetzt sieht es schon viel besser aus. Ja, viel besser, deutlich besser. Die Kontraste stimmen. Das Bild wirkt natürlicher, aber wir schauen nochmal im blauen Bereich, was da noch geht. Da kommt, so ist okay, und die Tiefen noch ein bisschen im blauen Bereich. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen geschummelt, ich nehme jetzt hier bei den Tiefen ein bisschen mehr. Ihr seht das hier schon, wenn ich es ohne mache, wirkt das Bild ein bisschen kühl, aber wenn ich es rüber schiebe, dann wird es wieder ein bisschen wärmer. Das ist jetzt sozusagen nicht mehr genauer Weißabgleich, aber so ein bisschen nach Gefühl und am Ende entscheidet ja das Auge. Und so bin ich schon ganz zufrieden. Vorher, nachher, seht ihr es hier, ne, unser Ausgangsbild, Tendenz zum Gelben, die Kontraste fehlen so ein bisschen, könnte ein bisschen mehr Details sein. Und hier unsere korrigierte Version, ja, schöne kräftige Farben. Hier in den kleinen Nadeln sieht man plötzlich schön voneinander getrennt, braune Töne, grüne Töne, viel Kontrast. Unser roter Marienkäfer leuchtet schön raus im grünen Bild, schöner Komplementärkontrast. Und wenn ich mir jetzt hier mal bei den Kanälen wieder zurück auf RGB stelle, dann sehe ich auch hier, wie die Korrekturkurve für jeden einzelnen Kanal leicht immer ein bisschen anders verläuft. Und das ist eben ein völlig anderes Ergebnis, als wenn ich das im RGB-Modus für alle Kanäle gleich gemacht hätte. Wäre ich nie zu dem Bild hier gekommen. Das war es erstmal soweit. Bei Fragen schickt mir eine Mail. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis bald. Bonjour à tous, c'est KVN pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre très vite fait comment découper une image de son fond, surtout par rapport aux cheveux, où il y a souvent des problèmes. Il y a beaucoup de cheveux qui partent dans tous les sens. Donc, on va ouvrir Photoshop. On ouvre notre image. Moi, je choisis celle-là. Moi, je vais zoomer à 100% pour voir bien comme il faut. Donc là, on voit bien que le fond est assez uni et bien contrasté avec les cheveux, donc ça devrait nous faciliter le travail, pardon. Donc là, on va dupliquer le calque. Ensuite, on va aller dans couche. Et normalement, pour nous, ça va être la couche bleue qui va nous être le plus pratique. Donc à partir d'ici, vous sélectionnez le calque bleu et vous faites CTRL L. Donc, ah non, même pas, c'est pas ça, attendez. Il faut d'abord image, opération. Bien sûr, il faut sélectionner le calque 1, couche bleue. Voilà, comme ça. Oui, parce que sinon, j'allais modifier le calque bleu directement. Donc là, on a créé une nouvelle couche, en fait, qui s'appelle Alpha 1, et c'est celle-là qu'on va modifier. Donc en sélectionnant cette couche, vous faites CTRL L, et de là, vous ramenez ce curseur vers la droite pour rendre votre personnage assez noir, en fait. Oh, je vais bouger ce curseur, surtout par rapport au fond qui commence un peu à devenir sombre. Pour l'intérieur du personnage, c'est pas très grave, on va voir ça juste dans quelques secondes. Donc on clique OK, et ensuite on prend le pinceau, un brush rond, la couleur noire, et en fait il vous suffit de peindre les zones qui ne sont pas passées en noir. Donc moi je fais ça assez rapidement, c'est juste pour vous montrer dans le tuto, mais vous pouvez vous appliquer bien mieux que ça si vous voulez un travail propre. Donc ensuite, une fois que je suis là, normalement tout est bon. À la limite, si une zone n'est pas très blanche, on peut repasser en blanc par-dessus, histoire de. Ensuite, on va faire CTRL I
ça va passer notre calque, notre couche en négatif. Et d'ici, on va réafficher toutes les couches sauf le alpha 1. Et on va sélectionner rouge, vert, bleu. On repasse sur l'onglet calque. Ici, on va aller dans sélection, récupérer une sélection. On va choisir ici la couche alpha 1 et on clique OK. Donc là, ça va sélectionner notre personnage via la couche alpha 1. Il nous suffit de faire CTRL-J, comme ceci. Et en désaffichant le fond, on voit bien que la découpe est quasiment parfaite. Bon, je dis quasiment puisqu'il y a bien sûr quelques pixels qui restent à chaque fois sur les cheveux, mais après ça fait une découpe très très nette, comme vous pouvez le voir. Sur tous les bords, il n'y a aucun souci. Donc voilà, une méthode très rapide qui est simple à comprendre. Donc ensuite, pour sélectionner, je vous conseille pas du tout d'utiliser la baguette magique. On a souvent des problèmes de pixelisation en sélectionnant. On perd des pixels, ça fait un rendu très moche. Le sélectionnement de carré, tout ça, c'est bien sûr pas pour les personnages comme ça. Et il nous reste l'outil plume. Donc je vais vous montrer comment marche l'outil plume très vite fait. Encore une fois, c'est encore simple. Je vais ouvrir une nouvelle image. Donc j'ai choisi cette image juste pour le tuto, car elle a des formes assez simples pour vous montrer. Mais ça peut être des formes un peu plus compliquées. Donc ici, je sélectionne l'outil plume. Je fais bien attention à avoir ces réglages là. Tout est OK. Et je vais commencer ma sélection ici. Donc ensuite, pour par exemple faire cette courbe, pas besoin de faire plein de points d'ancrage. Il suffit juste, hop, je viens ici, et en restant appuyé sur le clic, je vais glisser sur la droite, et vous voyez que la courbe épouse parfaitement le toit de la voiture. Et ensuite, pour enlever cette demi-tangente qui va me gêner, parce que si je mets un autre point ici par exemple, ça va être obligé de reprendre cette courbe. Donc je vais rester appuyé sur Alt, et je vais appuyer ici. Donc ensuite, hop, une petite bosse ici. Et si vous avez l'habitude, après bien sûr, vous pouvez aller bien plus vite. Ça dépend après si vous êtes habitué ou pas à faire le truc. D'ailleurs, je me suis un peu planté ici, mais c'est pas grave. Hop, comme ça. Voilà. Donc ensuite, il vous suffit de fermer votre tracé. Donc moi, je vais passer par là, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Donc une fois que le tracé est terminé, à la rigueur, si vous vous êtes trompé, par exemple ce point là, vous voulez l'amener ici, il vous suffit de rester appuyé sur CTRL, de sélectionner le tracé, et en restant appuyé sur le petit point ici, que vous voulez modifier, d'étirer, et de l'amener là où vous voulez. Comme ça, il n'y a pas besoin de refaire tout le tracé, juste en sélectionnant le point que vous voulez changer, vous pouvez très facilement modifier votre tracé. Donc ensuite, on va aller dans l'onglet tracé. On fait bien attention de sélectionner ce tracé là. On fait clic droit, définir une sélection, et le rayon, moi je vais choisir 0 pixel pour avoir un rendu bien net, et lisser. On clique OK. Donc ici on a notre sélection qui s'est faite. On retourne dans l'onglet calque, et ici on fait CTRL-J, et vous voyez que le toit a bien été découpé comme il faut, et c'est assez net. Donc voilà. Sinon, que dire de plus, c'est un outil très performant quand même, la plume. Ça permet de faire des découpes très nettes. Quand vous avez... Bon, après, il faut avoir le temps, parce que si vous avez des formes complexes, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais après, avec l'habitude, vous allez voir, vous allez aller bien plus vite. Donc voilà, c'était un tuto, encore une fois, rapide et facile, pour vous apprendre un peu comment découper une image. Allez, j'espère vous revoir à bientôt.